Avant de commencer, je profite de ce petit temps où tout le monde regarde la vidéo pour vous annoncer le partenaire du jour. Bon, en fait, il n'y en a pas, je déconne, hein, j'ai pas assez d'abonnés pour ça. Mais bon, au final, le vrai thème duquel je voudrais vous parler juste avant de commencer la vidéo, il en est pas si loin. Mon objectif d'ici juillet 2024 est d'atteindre les 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Jusqu'ici, les 5 premiers mois de cette chaîne YouTube se résument en un gain de 360 abonnés. On a vécu ensemble des hauts, ouais bon aussi des bas j'avoue. Et ça, ça me rend fou. Donc là, jusqu'à juillet 2024, je vais vous demander plus que jamais de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos, de regarder les vidéos en entier pour avoir un bon temps de visionnage. Et surtout de partager les vidéos parce que je me rends compte que finalement c'est super important pour pouvoir augmenter son audience. Je remercie vraiment ceux qui prendront le temps de le faire. Et sur ce, on commence la vidéo. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est que tourner dans une salle à 4 degrés, enfin littéralement la température extérieure parce qu'il y a des énormes trous dans les murs. Mais bon, en tout cas le truc qui est sûr c'est que je me les pèle bien fort. En tout cas ce matin il a neigé, donc ça donne le ton. Mais bon, je m'éloigne déjà du sujet de la vidéo. D'après vous, qu'est-ce qui différencie du développé couché fait à la barre de celui qui est fait à la machine convergente? La différence entre du rowing buste penché et des tractions effectuées pour les dorsaux? Ou encore celle qui différencie les élévations latérales faites aux haltères de leurs cousines qui sont effectuées à la poulie basse? Je sais pas si t'as déjà essayé de te faire des séances pour toi-même, de créer un programme par exemple, de t'intéresser à quel muscle travaille lors de quel mouvement. Mais ce dont je suis quasi sûr, c'est qu'en cliquant sur cette vidéo, vous ne saviez pas, même si évidemment il y aura quelques beaux gosses qui auront cliqué sur la vidéo et qui savaient déjà le truc, que deux exercices qui sont effectués avec la même charge, dans le même manque de travail et pour le même groupe musculaire, et même s'ils ont une exécution quasi similaire, peuvent être très différents pour l'hypertrophie. Et cette différence, à la fin de cette vidéo, vous pourrez l'utiliser à votre avantage pour améliorer vos performances en termes de force, mais également de développement musculaire. Bon, ça va, t'as regardé la vidéo assez longtemps, pour le watch time on est pas mal. Je vais enfin pouvoir te donner cette fameuse le type de tension. Et bah super, merci de spoiler. Ouais, pas de soucis. Bon, comme vous l'avez entendu, cette fameuse différence entre deux exercices, c'est le type de tension, ou plus précisément, la courbe de résistance de l'exercice. Et hop, arrête de taper courbe de résistance sur Google, là, non, c'est bon, on va commencer la vidéo, t'inquiète pas, on y vient tout de suite. Bon, maintenant que j'ai introduit un peu le bordel, je vais quand même essayer de mettre des mots un petit peu plus simples sur le terme de courbe de résistance. En gros, pour vulgariser à mort, déterminer la courbe de résistance d'un exercice, ça revient à déterminer le moment où l'exercice va être le plus facile et le moment où il va être le plus difficile. Et ça n'a rien à voir avec la charge qu'on utilise. Je sais pas si vous saviez déjà, mais lorsque vous faites un exercice de musculation, le but ça va être de soumettre, oui c'est le terme, vos fibres musculaires à la contrainte d'une charge qui va tirer le muscle dans l'autre sens du mouvement qu'il veut effectuer. Et cette résistance elle est toujours dans une certaine direction qu'on va modéliser ici par une droite. Bon, pour un trait, pour ceux qui sont fâchés avec les maths. Si on utilise une charge libre, donc typiquement une barre ou des haltères, cette force ça va être la gravité, donc ça va être un trait vertical perpendiculaire au sol. Jusque là, je pense que tu suis. Et là, petite particularité, si on utilise une poulie ou bien une machine, pour la poulie, la résistance va aller dans le sens du câble, donc le câble qui est utilisé sur la poulie. Et pour une machine, la résistance va aller dans l'axe de la machine. Bon, jusque là, je pense pas que je t'apprends grand chose non plus. Et donc cette ligne de force, on va toujours la modéliser par ce trait, qui va dans l'axe du coup de la force qu'on applique sur le muscle. Et cette ligne de force, on peut toujours la représenter sur un exercice, même si elle bouge légèrement pendant l'exercice, elle est toujours présente, elle est toujours possible de la modéliser. Et maintenant, on va relier ça à la courbe de résistance, parce que pour l'instant, je pense que tu vois pas trop le lien avec la fameuse courbe de résistance. Bon, cette courbe, on va la modéliser dans un repère. Donc en abscisse, on va mettre le degré de contraction ou d'étirement d'un muscle. Donc à une extrémité, le muscle est complètement contracté et à l'autre extrémité, il est étiré au maximum. Et en ordonnée, donc sur le plan vertical, ça va représenter le pourcentage de charge que va soulever le muscle par rapport à la charge de travail. En gros, la difficulté de l'exercice. Un exercice, par exemple, peut être très facile au début, donc en position d'étirement, et très compliqué, très difficile à la fin, lorsque le muscle est contracté au maximum finalement. C'est le cas par exemple des élévations latérales qu'on effectue aux haltères, c'est pas du tout le même cas pour les élévations à la poulie, on y revient juste après. Parce que je pense que vous l'avez déjà remarqué si vous avez déjà essayé l'exercice, mais l'exercice est super dur en haut, donc de ne pas tenir la pose en T finalement, et très facile en bas, il n'y a aucune tension sur les deltoïdes quand on est en bas du mouvement. Mais ça peut être complètement l'inverse, par exemple avec le cas du développé couché, donc là on va avoir une difficulté qui va être très importante lorsque le muscle est étiré, et une difficulté qui est très faible lorsque le muscle est complètement contracté, c'est-à-dire en haut du mouvement. Mais bon, pour pas simplifier le truc, il y a énormément d'exercices qui sont entre les deux. C'est-à-dire que le moment le plus difficile de l'exercice va se trouver entre la contraction et l'étirement maximal d'un muscle. Bon, jusque là j'imagine que vous suivez, mais si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, dans quelques minutes, il y aura pas mal d'exemples. Donc vous allez pouvoir un petit peu mieux imaginer le truc. Parce que maintenant on va mettre en lien cette fameuse ligne de force et la courbe de résistance qu'on place dans le repère. Et pour illustrer mes propos, on va utiliser comme exemple un exercice roi que tout le monde connaît et que tout le monde a déjà essayé au moins une fois dans sa vie. J'ai nommé le squat. Et sur ce squat, on va s'intéresser au travail des cuisses, donc des quadriceps qui sont beaucoup sollicités sur le mouvement. Bon, je pense que vous avez déjà remarqué si vous avez déjà squatté même sans charge, mais le moment le plus difficile dans un squat, c'est pas du tout quand vous êtes redressé, donc complètement debout, mais plutôt quand vous êtes en bas. C'est bien pour ça d'ailleurs que pour ceux qui font des demi-amplitudes, donc qui s'arrêtent à peu près à la moitié du mouvement, ils peuvent charger comme des bœufs. Et là, petit tour de magie, je peux déterminer le moment du squat précisément où celui-ci est le plus difficile pour vos quadriceps.
Et ce moment, c'est particulièrement celui-ci, quand vos fémurs, donc l'os de votre cuisse, est complètement parallèle au sol. Et ça, évidemment, maintenant, je vais vous le prouver, en m'appuyant sur cette fameuse ligne de force. Et comme ça, ceux qui seraient tentés de partir, ils vont... Le watch time! Hop, voilà. On dessine la ligne de force pour un squat, qui, je le rappelle, est complètement perpendiculaire au sol, ou plutôt parallèle à la gravité, puisque c'est la gravité qui s'applique lorsqu'on utilise une charge libre. Et vu que là, on est à la barre, c'est une charge libre. Maintenant, je vais vous montrer ce fameux moment où les cuisses sont parallèles au sol, et donc qui est supposé être le plus difficile pour vos quadriceps. Mais au final, le fait que vos cuisses soient parallèles au sol, on s'en fout complètement. Le truc qui est important, c'est de voir que vos cuisses sont perpendiculaires à cette fameuse ligne de force. Et elle est là, l'explication du moment difficile d'un squat. Parce que là, alors là, faut s'accrocher un petit peu. Désolé pour ceux qui regardent la vidéo le vendredi soir, mais on fait tous des efforts dans la semaine, cassez pas les couilles. Vos quadriceps, c'est les muscles qui sont extenseurs du genou, donc des muscles qui servent à tendre la jambe. Et ils se rattachent sur le fémur et sur le tibia. Et vous avez remarqué que sur un squat, l'os qui bouge et qui est concerné par les mouvements du quadriceps, c'est le fémur. Le tibia il reste plus ou moins fixe pendant tout le mouvement. Et là, vous allez bien vous accrocher, parce que le moment le plus difficile pour un muscle sur un exercice est celui où l'os sur lequel se rattache ce muscle et qui bouge pendant le mouvement est perpendiculaire à la ligne de force. Et voilà, je vous ai perdu. Allez, ciao! Bon, évidemment, c'est une phrase hyper barbare, mais là, je vais vous l'illustrer à mort, donc vous allez forcément comprendre. Bon, comme on l'a vu, le moment sur un squat qui est le plus difficile, c'est lorsque vos cuisses sont perpendiculaires à l'axe de la force. À la ligne de force plutôt, on va pas vous perdre, on va pas rajouter du vocabulaire. Et dans cette position, les muscles de vos quadriceps sont plutôt étirés, ils sont plutôt même bien étirés. Donc sur votre repère de la courbe de résistance, on va mettre un point du côté de l'étirement et on dessine la parabole avec ce point en sommet. Donc là, tu as trouvé la courbe de résistance de ton squat en se focalisant sur les quadriceps. Mais bon, je vous fais un petit cadeau, c'est la même chose pour les fessiers. Mais tiens, en parlant des fesses, on va parler d'un exercice hyper populaire pour les fessiers, le hip thrust. Donc d'abord, en premier lieu, on s'intéresse à l'action du muscle. Là, les fessiers, donc le grand fessier en particulier, est extenseur de la hanche, donc il ramène la jambe vers l'arrière. Et deuxième truc à savoir, c'est les insertions du muscle. Donc là, il va s'attacher sur le bassin et sur votre fémur, l'os de votre cuisse. On est encore soumis à une charge libre, donc la ligne de force, elle est verticale. Et l'os sur lequel se rattache votre fessier qui bouge pendant le mouvement, c'est encore une fois le fémur. Et lorsque votre fémur est perpendiculaire à l'axe de la force, c'est en haut du mouvement, quand vos fessiers sont contractés au maximum. Donc là, sur le repère de la courbe de résistance, hop, vous allez mettre un point tout en haut du côté de la contraction maximale. Et hop, vous dessinez la parabole. Et là, vous avez obtenu la courbe de résistance de votre hip thrust du point de vue des fessiers. Mais t'inquiète pas, ça marche aussi pour le haut du corps. Et pour te l'illustrer, je vais te montrer différentes variantes de curl qui sont pas du tout les mêmes du point de vue du type de tension. Tout d'abord, un curl très classique, donc debout, en supination, les deux bras en même temps. Hop, charge libre, la ligne de force, tu connais maintenant, elle est verticale. Et l'os sur lequel se rattache votre biceps, donc le muscle qui est principalement sollicité pendant le mouvement et qui va bouger pendant le mouvement, c'est votre avant-bras. Enfin, l'avant-bras c'est pas un os, il y a le radius et le cubitus, mais bon, tu m'as capté et on va pas compliquer le truc. Donc là, votre avant-bras, il vit sa meilleure vie, il fait des montées-descentes, il fait ses petits curls, et on peut remarquer que le moment où l'avant-bras est perpendiculaire à l'axe de la force, c'est au milieu du mouvement. Et là, vos biceps sont mi-étirés, mi-contractés. Donc là, sur votre repère de la courbe de résistance, vous allez mettre un point tout en haut, à peu près au milieu du repère, et hop, vous dessinez votre parabole, et vous avez la courbe de résistance de votre curl debout. Mais si vous faites du spider curl par exemple, donc avec les bras en devant du corps, ce qui donne les biceps dans une position un petit peu plus contractée. Et là, le moment où vos avant-bras vont être perpendiculaires à l'axe de la force, vos biceps ils vont être plus contractés que sur un curl debout. Donc c'est un exercice où on va mettre le point un petit peu plus du côté de la contraction, et on va dessiner la parabole. Et si vous faites sur un curl incliné, c'est la même chose, même raisonnement. Le moment où vos avant-bras sont perpendiculaires à la force, le biceps est plus étiré que sur un curl debout. Donc voilà, on va du côté de l'étirement, on dessine la parabole et vous avez la courbe de résistance d'un curl incliné. Donc là, vous avez vu que pour un exercice très similaire et pour les biceps, pour les trois, on peut avoir des courbes de résistance très différentes. Et c'est là la principale différence entre ces trois exercices. Et là, c'est bon, vous avez vu tous les trucs techniques. On va juste mettre des termes sur ces différents types de tension. Parce que je sais pas si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, mais si c'est pas le cas, vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas. Mais j'utilise dans certaines vidéos pas mal les termes de forte tension d'étirement ou forte tension de contraction. Et jusque là, vous comprenez rien. Donc là, tu vas reprendre tes repères avec les courbes de résistance des exercices qui t'intéressent, en référence à certains muscles. Et là, tu vas t'intéresser à l'endroit où ta parabole est au maximum. Ce point va définir le moment où la tension est maximale sur ton muscle. Si ce point est du côté de la contraction, on va appeler cet exercice un exercice à forte tension de contraction. C'est le cas par exemple des élévations latérales effectuées aux haltères, très forte tension de contraction, du hip thrust comme on l'a vu, mais également des différents rowing pour le dos et d'encore plein d'autres exercices. Mais au contraire, si ce point se trouve du côté de l'étirement, là on va appeler cet exercice un exercice à forte tension d'étirement. Et si l'exercice est plutôt au milieu, donc là oui j'ai pré-shot ta question, donc là tu peux le dire oui je suis mentaliste en tournée dans toute la France du 22 juillet au 42 septembre. Oula, ça n'existe pas ça. Et l'exercice va être qualifié plutôt de tension neutre, l'exercice va se trouver un petit peu entre les deux, voilà. Ouais, il n'y a pas de chute. C'est le cas par exemple, comme on l'a dit avant, du curl debout.
Et vu que maintenant tu t'es bien concentré, tu as bien tout compris et que tu as été un bon élève, et bah je vais te donner en pratique les différences entre ces exercices et en fait le truc qui t'intéresse dans la vidéo. Attends mais ça fait au moins 7 minutes, le watch time. Bon, maintenant si t'es encore là, même si je pense que j'ai perdu pas mal des gens qui ont cliqué sur la vidéo, et bah t'es déjà parti dans les commentaires, allez. Mais non Bretzel, on s'en fout, nous tout ce qu'on veut c'est des pecs. Et puis après t'as Vanessa qui va me dire que le hip thrust c'est le meilleur exercice pour les fessiers alors que c'est même pas le thème. Oui pardon Vanessa, je me suis emporté, désolé à toutes les Vanessa qui regardent la vidéo. En fait la courbe de résistance c'est hyper intéressant à connaître pour chaque exercice et ça va te permettre de construire un programme bien plus cohérent et bien plus efficace en fonction de tes objectifs. On va commencer avec les exercices qui sont plutôt à forte tension de contraction, donc avec une courbe de résistance qui se présenterait un petit peu comme ça. Bon, j'imagine que vous avez déjà tous remarqué que plus un muscle est contracté, et plus c'est facile de le ressentir travailler. Et en plus, vous savez quoi, on va le faire devant la vidéo. Donc vous allez prendre votre bras, vous allez contracter le biceps, et vous allez rapprocher votre poing un maximum de votre tête. Là, normalement, vous sentez votre biceps de plus en plus se contracter, et vous sentez bien, quoi. Et là, maintenant, vous allez faire le mouvement inverse, c'est-à-dire que vous allez tendre de plus en plus le bras, toujours en contractant le biceps, donc toujours le muscle sous tension. Et en tendant le bras, vous allez remarquer que c'est beaucoup plus difficile de sentir le muscle contracté. Et c'est justement là la force des exercices à forte tension de contraction. En fait, quand vous faites un exercice à forte tension de contraction, c'est hyper facile de ressentir le muscle travailler, parce que de toute façon, toute la tension s'applique en fin de mouvement, et donc vous allez à fond ressentir le muscle comme votre biceps avant. C'est pour ça que Vanessa, elle kiffe le hip thrust. Bah oui, ses fesses, elles sont carbonisées en haut du mouvement. Donc elle se dit, c'est génial pour mes fesses. Et je vous rappelle, la courbe de résistance du hip thrust, c'est ça, hein, donc complètement à forte tension de contraction. Donc là, c'est hyper utile, par exemple, dans le cas où vous avez du mal à ressentir un muscle. Par exemple, vous ressentez que vos épaules ou vos triceps sur vos développés pour vos pectoraux, et vous êtes désespéré, ça y est, le développé couché, c'est pas pour moi. Ah oui, ça c'est possible, va voir ma vidéo. Mais dans ce cas-là, les exercices à forte tension de contraction peuvent venir en aide des gens qui ont par exemple un point faible. Parce qu'au final, le muscle, il sera beaucoup plus facile à ressentir travailler, et donc plus facile à recruter. Mais par contre, Vanessa, je suis désolé, le hip thrust, c'est pas le meilleur exercice pour avoir un gros cul. Et on y vient tout de suite, parce que d'autre part, on a les exercices à forte tension d'étirement. Bon, on y retrouve par exemple tous les développés du type couché, les dips, les exos de tirage où on a les bras au-dessus de la tête pour les dorsaux, ou encore les squats comme on l'a vu pour les quadriceps. En fait, les exercices à forte tension d'étirement sont beaucoup plus difficiles à maîtriser. C'est beaucoup plus difficile d'isoler un muscle sur ceci. Parce qu'en fait, quand le muscle est très étiré, il est dans une position de faiblesse, et donc vous allez avoir beaucoup plus de mal à recruter le bon muscle. Mais pour compenser la balance, ces exercices sont beaucoup plus efficaces pour l'hypertrophie. Et ça, je sors pas de mon cul, c'est prouvé scientifiquement. Attention, ça faisait longtemps, mais études scientifiques à l'appui sur cette chaîne. Les liens sont dans la description d'ailleurs. On a 2 études, une sur les triceps et une sur les ischio-jambiers. On va commencer avec la première. Donc en gros, des participants, il y en avait une vingtaine il me semble, ont fait des exercices pour les triceps, mais 2 exercices différents en fonction de leurs bras. En gros, ils ont fait un exercice pour un bras et un autre exercice pour l'autre bras. Avec un bras, ils ont entraîné leurs triceps avec des extensions à la poulie haute. Donc un exercice pour la longue portion du triceps, donc une des 3 portions, qui est plutôt à forte tension de contraction. Et avec l'autre bras, ils se sont entraînés avec un exercice plutôt à forte tension d'étirement pour cette même longue portion, c'est-à-dire avec des extensions au-dessus de la tête. C'était toujours à la poulie, il me semble que c'était à la poulie basse. Et au bout de 12 semaines, donc la durée de l'expérience, devinez quel exercice a produit la plus grande croissance musculaire au niveau des triceps. Et oui, vous l'avez deviné si jamais vous avez suivi jusqu'à présent, c'était les extensions au-dessus de la tête. En fait, pour le déterminer, ils ont tout simplement mesuré la croissance musculaire sur les 2 bras. Et pour la longue portion du triceps, donc le chef musculaire des triceps sur lequel il y avait plus d'impact au niveau de la position du bras, et on a eu 28% de croissance sur les extensions au-dessus de la tête contre seulement 20% pour les extensions le long du corps. Donc déjà sur 12 semaines, ça fait déjà une énorme différence, donc imagine sur plusieurs années. Et pour l'autre étude, c'était du leg curl, aussi sur 12 semaines et aussi avec une vingtaine de participants. Une jambe, il faisait du leg curl allongé, donc plutôt un exercice avec une forte tension de contraction. Et avec l'autre jambe, il faisait du leg curl assis, donc plutôt avec un exercice à forte tension d'étirement. Et là, vous l'avez deviné, la jambe qui a pris le plus de viande, c'est celle qui a été entraînée au leg curl assis. Bon, je pense qu'on est pas mal niveau résultat et que maintenant tu devrais me croire. Donc pour définitivement achever toutes les Vanessa qui regardaient la vidéo, non, le hip thrust n'est pas l'exercice le plus important pour l'hypertrophie des fessiers. Et surtout pas le plus efficace. Mais là attention, n'allez pas dans votre programme rajouter que des exercices à forte tension de contraction pour vos points faibles ou que des exos à forte tension d'étirement pour espérer devenir hyper stock. Ça marche pas comme ça, vous devez toujours garder un mix des deux, mais avec une proportion qui peut être variable en fonction de vos points faibles, de vos objectifs, etc. Bon, on arrive à la fin d'une vidéo qui je pense est une des plus intéressantes sur ma chaîne YouTube, mais qui aussi est clairement la plus compliquée. Bon, je pense que je vous laisse tranquille maintenant. Allez, ciao!